Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission proposée par la communauté Vivre Avec. Aujourd'hui, nous aborderons le thème des soins de support. Pour m'accompagner, j'ai le plaisir de recevoir le docteur Mastrioni. Bonjour docteur. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Alors, je suis oncologue thoracique dans le centre anticancéreux lyonnais Léon Bérard et je travaille également dans le département des soins de support de ce même centre anticancéreux. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter pourquoi vous êtes spécialisé dans les soins de support? Alors, il m'est apparu très rapidement au début de mon activité que les patients avaient d'autres besoins que la prise en charge oncologique spécifique. Et c'est ainsi que je me suis tournée vers les soins de support qui permettent vraiment une prise en charge globale du patient. On va en parler plus en détail au cours de l'émission. Cette émission s'inscrit dans le programme Notre éclairage. Vous retrouverez des vidéos sur le droit des patients, mais aussi les professionnels de santé répondront à vos questions. Conformément à la charte AstraZeneca, nous ne parlerons ni de traitement ni de médicaments dans cette émission. Docteur, déjà ma première question, qu'est-ce qu'on entend par soins de support ? Alors, il y a les soins de support médicamenteux et les soins de support non médicamenteux. C'est ceux dont on va parler aujourd'hui. Ils ont été définis par l'INCa en 2016. Il y a un socle de prise en charge qui est la prise en charge de la douleur, quand il y en a, la prise en charge psychologique, la prise en charge sociale et la prise en charge nutritionnelle. Et puis, il y a aussi des soins de support complémentaires, parmi lesquels, en premier, l'activité physique adaptée. Alors, en quoi sont-ils importants pour la prise en charge des patients atteints de cancer ? Ces soins de support aident, selon leur définition, à prendre en charge les effets secondaires qui sont liés au traitement, mais également les symptômes difficiles qui sont liés au cancer. Et ils sont proposés tout au long de la prise en charge. Il a été montré qu'ils amélioraient de manière importante la qualité de vie, notamment en diminuant les symptômes anxio-dépressifs, en aidant à maintenir l'intégrité familiale, sociale, bref, la vie de tous les jours. Et puis, il a également été démontré aussi dans tout un tas d'études internationales que ces soins de support précoces permettaient aussi d'augmenter la quantité de vie. Alors, quel type de soins de support il existe et sont proposés donc, aux personnes atteintes de cancer ? Alors, le socle dont je viens de parler doit être dépisté à chaque instant, à chaque consultation. L'oncologue doit s'interroger pour savoir si son patient est douloureux et a besoin d'être référé à une équipe douleur, a des difficultés sociales, et c'est quelque chose qu'on rencontre de plus en plus avec ce cancer qui devient une maladie chronique et des gens qui sont traités pendant des mois ou des années. Évidemment, dépister les besoins psychologiques pour le patient, mais aussi pour son entourage, notamment les aidants, dont on parle aussi maintenant beaucoup parce qu'on prend en compte cette difficulté d'être aidant, et puis également la prise en charge nutritionnelle. Et puis, il est extrêmement important de maintenir les patients dans des programmes d'activité physique adaptés, de les adresser en cas de besoin vers une socio-esthéticienne, une socio-coiffeuse, de dépister aussi les besoins, les difficultés en termes de fertilité, en termes de sexualité notamment. Et donc, est-ce que quand vous êtes en consultation avec un patient, ils vous font la demande, est-ce que j'ai accès aux soins de support ou non ? Alors, certains font la demande, mais je crois que c'est vraiment à l'oncologue d'être proactif et de faire défiler dans sa tête pendant la consultation quels besoins il va dépister à un moment ou à un autre chez le patient. Ces besoins, ils sont éminemment variables de la consultation d'annonce aux consultations de suivi, à une éventuelle consultation de rechute, à une hospitalisation. Donc, je crois que la demande vient assez rarement des patients, sauf quand ils sont douloureux. Mais je trouve, par exemple, si on prend l'exemple de la psychologue, c'est assez rare que les patients d'eux-mêmes fassent cette demande. Et pourtant, les besoins sont majeurs, on le connaît, mais je crois qu'on a vraiment, nous, un rôle en tant que médecins. Alors, pas que les médecins, d'ailleurs, les infirmières de coordination aussi ont un rôle important pour dépister ces besoins et adresser vers les professionnels de santé. On peut aussi dire que c'est pareil pour les problèmes sociaux. Les gens ont souvent beaucoup de pudeur à faire part de leurs difficultés financières. Et on sait qu'elles existent, on sait que le cancer paupérise les patients. Donc je crois que c'est également à nous d'avoir un petit peu le déclic. Il y a aussi des échelles de dépistage de ces besoins qui existent. Donc bref, la communauté médicale et soignante doit être proactive.
Et donc, ça peut arriver à différents moments ou stades de la maladie. Ah oui, l'idée, c'est surtout pas de proposer tout à tout le monde tout le temps. D'abord parce que ça ne suivra pas en termes de professionnels de santé, et puis aussi parce que ça ne serait pas pertinent. Il faut dépister, il faut hiérarchiser les besoins, et il faut adapter. En quoi améliore-t-il la prise en charge des patients dans leur quotidien? Alors, ils prennent déjà en charge les symptômes. Certains cancers sont très symptomatiques, y compris au diagnostic. Et on sait que prendre en charge de manière efficace une douleur avant que le traitement oncologique vienne prendre le relais, c'est quelque chose de majeur. Ça permet aux patients d'être en meilleur état et de recevoir aussi plus de traitements oncologiques dans de meilleures conditions. Et puis, c'est extrêmement important aussi pour gérer tous les effets secondaires des traitements. En fait, l'idée, c'est de tenir sur la distance en maintenant la qualité de vie. Et ça, je crois que c'est vraiment le rôle des soins de support. Est-ce que vous avez des retours ou des améliorations de la part des patients, peut-être à nous faire partager sur leur qualité de vie qui a été améliorée grâce aux soins de support? Je crois que les retours, on les a tout le temps. Je crois que c'est extrêmement gratifiant pour l'oncologue, pour l'infirmière de coordination, de proposer un professionnel dédié en soins de support. Parce que j'allais dire, ça marche à tous les coups en fait. Quand vous adressez un patient en difficulté vers un psycho-oncologue du Centre de lutte contre le cancer, ça match dans 90% des cas et les gens sont satisfaits et vont mieux. Ça marche également avec la prise en charge diététique, ça marche très 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 bien avec l'activité physique adaptée. Moi je dis toujours que le seul traitement de la fatigue liée au cancer et au traitement, c'est l'activité physique adaptée. Et une fois que les gens l'ont expérimenté, je peux vous dire que d'eux-mêmes, ils ne vont pas aller rater leur séance de sport. Donc une fois qu'on les a dépistés, ces besoins, qu'on a adressé les patients vers le professionnel qui est nécessaire à tel moment, je crois que le retour est toujours extrêmement positif. Alors, où et dans quel cadre peuvent-ils être pratiqués? Alors, en premier lieu, les soins de support, ils doivent être pratiqués dans le centre de soins, c'est-à-dire que tout patient qui est traité pour un cancer, quel que soit l'organe, doit se voir proposer au minimum les soins de support dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui font partie du socle. Donc, ces soins de support sont complètement pris en charge par le centre d'oncologie, sont pratiqués dans le service de soins. Ensuite, il peut y avoir certains soins de support qui peuvent être délocalisés. On travaille notamment beaucoup avec les espaces de la Ligue contre le cancer, où il y a des relais, notamment en termes d'activité physique adaptée, en termes de prise en charge sociale, diététique, mais pas que. Mais en tout cas, le lieu de départ, ça reste le service hospitalier. Et est-ce que les soins de support sont accessibles uniquement par prescription? Non, en tout cas, les besoins au départ ne nécessitent pas de prescription médicale. Ça veut dire que l'infirmière de coordination ou l'infirmière du service de l'hôpital de jour de chimiothérapie, si elle dépiste chez le patient qu'il a besoin de rencontrer l'assistante sociale, il n'y a absolument pas besoin de passer par la prescription médicale. Les soins de support, c'est l'affaire de tous. Oui. Et donc, est-ce qu'ils sont pris en charge par la sécurité sociale ou les mutuelles? Alors, les soins de support à l'hôpital sont complètement pris en charge. Le patient ne débourse rien du tout. Ces soins de support peuvent faire l'objet soit de consultations dédiées, soit ils peuvent être regroupés sur un hôpital de jour en soins de support. Quand on dépiste chez un patient plusieurs besoins qu'il a besoin de rencontrer, et la diététicienne, et la psychologue, et l'assistante sociale, on fait volontiers un hôpital de jour soins de support où on groupe tous ces intervenants sur une demi-journée. Donc tout ça est complètement pris en charge. Là où ça devient difficile, c'est quand les gens sortent de l'hôpital. Soit ils ont possibilité de revenir par leurs propres moyens, voir la psychologue de l'hôpital, voir la diététicienne. S'ils n'ont pas la possibilité de revenir, notamment par éloignement géographique, c'est là que les choses peuvent devenir difficiles. Alors les mutuelles, elles prennent en charge, certaines mutuelles prennent en charge quelques consultations de psychologues, et puis il y a maintenant un package de l'après-cancer avec une prise en charge, un petit peu d'activité physique adaptée, un petit peu de psychologue, un petit peu de diète. C'est un forfait de l'après-cancer qui est un forfait de 180 €. Alors on peut dire c'est peu. Moi, je suis plutôt quelqu'un d'optimiste, donc je me dis c'est le début, et en tout cas, c'est le début pour ensuite aller plus loin.
Et ça en vient à ma question suivante. Est-ce que ces soins de support se sont développés au cours des dernières années? Alors oui, il y a un essor des soins de support. On n'imagine plus bien maintenant prendre en charge un nouveau patient sans proposer des soins de support. Donc moi, en 20 ans et même sur ces 10 dernières années, j'ai vu un essor considérable des soins de support, mais qui a aussi suivi l'essor considérable et les modifications et les progrès qui ont été faits en oncologie. Donc je crois que tout le monde avance. Il y a eu des changements majeurs, des avancées majeures en cancérologie, mais dans la prise en charge en soins de support, je crois qu'on n'est pas en reste, tant sur le plan des médicaments que sur le plan du non médicamenteux. Et je crois que les 10 prochaines années vont voir encore un essor considérable. Et quels seraient les axes d'amélioration afin d'assurer une prise en charge plus globale des patients? Je crois travailler encore sur le dépistage. Il y a vraiment encore un besoin d'accentuer ce dépistage et les patients le disent bien. Ils veulent que ce soit leur oncologue qui se saisisse de ça et je crois qu'on ne peut pas, sur une consultation, occulter complètement ces soins de support et ne se consacrer qu'aux traitements spécifiques. Évidemment qu'il faut proposer le meilleur traitement spécifique aux patients à chaque moment, mais en même temps, il faut dans un petit coin de sa tête dépister ces soins de support. Et puis, je crois que l'autre axe d'amélioration majeure, c'est la lutte contre les inégalités géographiques. Et en France, quand vous êtes soigné dans un grand centre hospitalier, dans une grande ville, vous avez un accès aux soins de support qui n'est pas le même que quand vous êtes dans une région rurale et que vous faites déjà 2 heures de route pour aller faire votre chimiothérapie, ce qui est aujourd'hui la réalité quand même de beaucoup de patients. Ça en vient à ma question suivante. Quelles solutions sont proposées aux patients qui vivent dans des régions éloignées des grandes villes? Comment font-ils? Alors, une solution qui a émané du Covid, qui est vraiment quelque chose d'extrêmement positif, c'est le développement des solutions digitales. Tout à fait. Le Covid a été un puissant accélérateur de ces solutions digitales. Nous, on a mis en place en 48 heures les téléconsultations, y compris en soins de support. C'est-à-dire qu'on a continué à suivre les patients pour la douleur, les téléconsultations avec les assistantes sociales, avec les diététiciennes. Il y a eu beaucoup de téléconsultations avec les psychologues et les psychiatres. Et d'ailleurs, ce sont des téléconsultations qui continuent parce que pour le coup, la téléconsultation avec le psychologue, ça lutte contre l'éloignement géographique. Et puis, voilà, l'activité physique adaptée, en 48 heures, des programmes à distance étaient lancés avec des patients qui faisaient leurs cours de yoga, de gymnastique douce, etc. par l'intermédiaire de l'ordinateur. Donc voilà, ça ce sont aussi des solutions qui sont maintenant pérennes dans notre établissement, mais pas que, dans plein d'endroits aussi. Ça n'empêche pas que c'est important de se regrouper, de se retrouver physiquement. Mais n'empêche, quand on habite loin, le digital est une bonne alternative. Très bien. Et vous êtes spécialisé en soins de support également. Est-ce que les soins de support, c'est systématique pour les patients? Ça devrait. Donc je devrais vous dire oui, les soins de support sont systématiques. Je crois que maintenant, il y a vraiment eu d'énormes progrès qui ont été faits. Il y a vraiment une sensibilisation de la communauté oncologique importante. Pour autant, on a encore beaucoup de travail à faire, je crois. Oui, et ça va venir au cours des années à venir. Quel est l'avenir des soins de support dans le cadre d'un traitement anti-cancéreux, par exemple les thérapies complémentaires? Alors, je crois que l'avenir, il est très important. Les possibilités de développement sont aussi importantes. Maintenant, le cancer est devenu, dans un nombre important de cas, une maladie chronique. Donc si on vit plus longtemps, ça n'a de sens que si on vit bien. Donc pour moi, la quantité de vie et la qualité de vie sont complètement indissociables. Et puis les patients souhaitent être acteurs de leur maladie. Ils ont des traitements, pour autant, ils ne veulent pas que ces traitements impactent trop sur leur qualité de vie. Ils veulent pouvoir continuer à travailler, ils veulent pouvoir continuer à avoir une activité sociale, une vie familiale, etc. En ça, les patients se tournent beaucoup vers les thérapies complémentaires.
Donc ces thérapies complémentaires, elles sont extrêmement variées, avec les risques que l'on connaît potentiellement. Pour autant, les oncologues doivent aussi se saisir de cette demande, en tout cas en être conscients. En France, il y a probablement au moins 2/3 des patients qui ont un cancer qui se tournent vers les thérapies complémentaires. Donc, un des objectifs également, c'est de développer les compétences dans ce qu'on appelle l'oncologie intégrative, qui est la prise en charge oncologique spécifique, plus des propositions de thérapies complémentaires qui viennent en plus des soins de support dont on a parlé tout à l'heure et qui peuvent aider à prendre en charge en complément et jamais à la place du traitement oncologique, vraiment en complément tel ou tel symptôme difficile ou en tout cas répondre à telle ou telle demande des patients. On a eu des questions de la communauté sur les soins de support. Je vais vous les poser maintenant. La première, est-ce que les soins de support sont considérés comme étant prioritaires pour assurer la continuité des soins? Alors les soins de support sont essentiels. La priorité quand même pour le patient, c'est le soin oncologique spécifique, c'est-à-dire la meilleure association de traitement, le meilleur adapté au démembrement moléculaire, etc. Ça, c'est la priorité. Pour autant, je crois vous l'avoir bien montré, pour moi, ils sont vraiment essentiels pour cette qualité de vie, pour lutter contre les symptômes difficiles liés au traitement, mais aussi liés à la maladie. Donc à mon sens, ils sont complètement essentiels dans le parcours de soins. Et on a une question également sur la localisation. Ma région est considérée comme un désert médical. Comment faire pour accéder tout de même aux soins de support? On en a parlé, peut-être redire un mot. Moi, je crois beaucoup dans les patients pour faire bouger les lignes. Donc, je crois qu'il faut faire remonter ces besoins. Et en tout cas, pour l'instant, avant que les lignes bougent, une des solutions, c'est effectivement les applications digitales. Tout à fait. Est-ce que certains soins de support sont déconseillés? Est-ce que par exemple il y a de l'activité physique qui est déconseillée? L'activité physique adaptée, il y a de très rares contre-indications. Pour autant, on parlait tout à l'heure des prescriptions et vous me demandiez si les soins de support étaient sur prescription. Le seul qui est sur prescription médicale, c'est l'activité physique adaptée parce qu'il faut effectivement faire un bilan si besoin des capacités cardio-respiratoires et puis vérifier qu'il n'y a pas une localisation osseuse sur une vertèbre ou sur un os long. Donc voilà, mis à part ces précautions qui sont checkées en fait par l'oncologue, il n'y a pas de contre-indication. Même sur des phases très avancées de cancer. Moi, je vois aussi beaucoup de patients qui sont en soins palliatifs. Les objectifs d'activité ne sont pas les mêmes, mais pour autant, on insiste sur le fait de continuer à sortir de chez soi, d'arriver à faire des petites marches ou des choses comme ça. Comment savoir si les personnes qui dispensent les soins de support sont bien qualifiées? Alors, quand vous êtes dans un centre hospitalier, le personnel qui est dans le centre hospitalier, il faut vraiment avoir aucune inquiétude. Ce ne sont que des gens qui sont, entre guillemets, homologués. Donc, il n'y a vraiment aucune inquiétude. Je crois qu'il faut plutôt, je pense que la question porte plutôt sur les personnes qui pratiquent les thérapies complémentaires. Oui, tout à fait. C'est en dehors des hôpitaux, savoir s'il y a des certifications. Ça, c'est en dehors de l'hôpital. Alors, nous, on a quelques conseils, en fait, pour essayer d'éviter de se faire, entre guillemets, embrigader, privilégier des praticiens qui ont des diplômes, si possible des diplômes universitaires. Il y a des warnings quand le praticien vous dit qu'il va tout prendre en charge ou qu'il vous promet de vous guérir. Là, il y a un gros warning aussi. C'est qu'il y a un risque quand même un peu de dérive, ou en tout cas de, entre guillemets, de gourou. Voilà. Alors, le conseil qu'on peut donner, c'est vous avez envie d'aller voir quelqu'un qui fait une thérapie complémentaire, parlez-en à votre oncologue. Vous voulez prendre des compléments alimentaires, vous voulez prendre de la phytothérapie, etc. Je dis ça complètement par hasard. Parlez-en à votre oncologue. C'est lui qui vérifiera qu'il n'y a pas d'interaction avec le traitement, qu'il n'y a pas de contre-indication et qui vous donnera le feu vert. Oui, donc le conseil, c'est vraiment en parler à son oncologue. Ouvrir le dialogue. Ouvrir le dialogue, ne pas se dire que les oncologues sont fermés sur le sujet, c'est complètement faux. Ouvrir, être vraiment complètement limpide sur ce qu'on prend.
Très bien, merci beaucoup pour toutes ces réponses. C'était très clair. On a appris beaucoup de choses sur les soins de Merci. support. Peut-être avant de conclure, si vous avez un message à faire passer à la communauté Vivre avec, quel serait-il? Je vous laisse vous adresser à la caméra. Alors, mon message, c'est faites bouger les lignes. Ce sont toujours les communautés de patients qui ont fait bouger les lignes dans le cancer. Continuez, saisissez-vous de ces besoins en soins de support, remontez les difficultés, regroupez-vous, allez vers les associations et faites remonter les besoins. C'est vous qui nous aiderez à nous développer encore plus. Merci beaucoup, docteur, pour ce message d'espoir. Merci pour toutes vos réponses et merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à très bientôt sur la communauté Vivre avec.